Imaginons un instant une métropole gigantesque, genre ultra-moderne, vibrante d'énergie. Des gratte-ciel étincelants à perte de vue, des autoroutes tentaculaires et des dizaines de millions de personnes en mouvement perpétuel. Une ruche géante en somme? C'est exactement ça. Mais sous la surface de ce triomphe urbain absolu, il se cache un désastre complètement silencieux. Les fondations même de la ville sont en train de se transformer en poussière. Oui, parce que l'eau a littéralement disparu. Voilà. L'eau disparaît et le sol s'effondre sous le poids gigantesque de la civilisation. Et le pire, c'est que c'est pas le scénario du dernier film de science-fiction dystopique. C'est la réalité physique, mesurable et enfin très alarmante de Beijing aujourd'hui. D'accord, décortiquons un peu tout ça. Je suis prêt. Super. Notre mission pour cette exploration en profondeur, c'est de plonger dans les notes, les données et les extraits d'un documentaire absolument fascinant. Il s'intitule Construire l'impossible, le grand voyage de l'eau en Chine. Un document exceptionnel, oui. Totalement. Et l'objectif pour nous aujourd'hui, c'est de comprendre comment l'ingénierie moderne parvient à redessiner la géographie, voire l'hydrologie d'un continent tout entier, dans le seul but de sauver cette ville. Et il faut bien comprendre pourquoi on en arrive à de telles extrémités. Les chiffres donnent des sueurs froides. Quand on s'y penche, on parle d'une mégalopole de plus de 21 millions d'habitants, mais avec une pénurie d'eau si critique que la disponibilité tombe à seulement 100 mètres cubes d'eau par personne et par an. C'est minuscule. C'est ça. Pour donner une idée, c'est un niveau de stress hydrique digne des régions les plus désertiques du globe. Les précipitations baissent de manière constante depuis les années 50. Et du coup, les nappes phréatiques trinquent. Exactement. Ces nappes, qui servaient de réserve de secours, elles sont épuisées jusqu'à la dernière goutte. Et par conséquent, le sol, vidé de son eau, il se compacte et il s'affaisse. C'est une crise d'une ampleur qui donne véritablement le vertige. Et le principe géologique derrière ça, il est tragiquement simple. En fait, quand on pompe l'eau souterraine beaucoup plus vite qu'elle ne se renouvelle, les pores du sol s'écrasent. Et la terre s'enfonce. Tout à fait, la Terre s'enfonce. Et face à une crise d'échelle continentale, la réponse technique devait inévitablement être à la même échelle. La géographie de la Chine présente une dichotomie très nette, très brutale même. C'est-à-dire? D'un côté, on a un sud où l'eau abonde avec des moussons, de grands fleuves, et de l'autre, un nord aride, hyper industriel, surpeuplé, qui meurt littéralement de soif. Donc la solution des ingénieurs, c'était juste on prend l'eau du sud et on l'envoie dans le nord. Exactement. Prendre l'eau du sud et l'envoyer physiquement vers le nord. C'est le plus grand projet de transfert d'eau jamais conçu dans l'histoire de l'humanité. C'est fou. On parle de déplacer 45 000 milliards de litres d'eau chaque année. Mais pour bien saisir l'audace de ce plan, il faut remettre cela dans un contexte plus large. La Chine est une nation dont l'identité même s'est forgée autour du concept du méga-projet. Ah oui, comme la Grande Muraille. Parfaitement. Que ce soit la Grande Muraille qui serpente sur plus de 20 000 kilomètres ou la démesure de la Cité interdite, l'histoire architecturale du pays est marquée par cette volonté implacable de dompter la nature et l'espace. À une échelle presque inconcevable, quoi. Et c'est justement cette ambition totalement démesurée qui nous amène au cœur de notre analyse. Ce projet colossal, il est divisé en plusieurs tracés. Mais nous, on va se concentrer sur le tronçon central. Le plus impressionnant à bien des égards. Ah mais carrément. C'est une voie artificielle de 1400 km de long. Juste pour que ceux qui nous écoutent puissent visualiser, c'est l'équivalent de traverser la France entière, du nord au sud, et d'ajouter encore la moitié du trajet par-dessus. C'est une distance phénoménale. Et voici le détail ahurissant. Le truc qui m'a complètement scotché en parcourant nos sources, c'est la méthode de transport. Sur ces 1400 km, l'eau se déplace uniquement par la force de la gravité. Et ça, c'est un tour de force. Mais oui, zéro pompage, pas une seule machine pour pousser l'eau dans le canal principal. L'eau glisse toute seule du sud vers le nord. Franchement, c'est dur à croire. Et pourtant, ce qui semble presque relever de la magie sur le papier exige dans la réalité du terrain de défier les lois de la physique à chaque mètre creusé. J'imagine, oui. Parce que pour déplacer une masse d'eau aussi titanesque de manière continue et purement gravitaire, il y a un prérequis incontournable. Il faut d'abord pouvoir la stocker en quantité astronomique, en hauteur. Pour pouvoir la relâcher et créer du courant. Exactement. La relâcher de manière parfaitement contrôlée. Et c'est là qu'entre en jeu le point de départ de ce grand périple, le gigantesque réservoir de Danjiangkou. Et c'est là que les vrais ennuis commencent. En lisant ça, j'ai vu que le barrage existant à cet endroit, qui date des années 50,
Il était tout simplement trop petit. Beaucoup trop petit pour accumuler la quantité d'eau nécessaire au voyage. Du coup, les ingénieurs devaient rehausser ce mur monumental de 15 mètres supplémentaires. Et honnêtement, une image m'est tout de suite venue en tête. C'est un peu comme essayer de couler de nouvelles fondations sur une maison pendant qu'elle subit un tremblement de terre ininterrompu. C'est une très belle analogie. On ne peut pas juste venir poser du béton frais sur du vieux béton et espérer que ça tienne par magie. Le béton frais, en séchant, il subit une réaction chimique. Il chauffe, il perd son humidité et il se rétracte. Il n'adhère pas du tout à une surface vieille de plusieurs décennies. S'il se ratait, il créait ce qu'on appelle un joint froid. Voilà, une zone de faiblesse critique. Du coup, ma grande question, c'était comment on fait pour s'assurer que cette nouvelle couronne de béton ne glisse pas sous la pression complètement folle de ces 12 000 milliards de litres d'eau? Ce qui est fascinant ici, c'est que pour résoudre ce casse-tête d'ingénierie du XXIe siècle, les concepteurs ont dû chercher l'inspiration dans le passé. Dans le passé. Oui, plus précisément en observant les techniques utilisées dans les montagnes de la Sierra Nevada en Californie il y a un siècle. Ah oui, le barrage O'Shaughnessy. C'est ça. L'ingénieur Michael O'Shaughnessy y avait achevé un barrage en 1923. Or, quand la ville de San Francisco a exigé plus d'eau des années plus tard, il a fallu rehausser cet ouvrage de 26 mètres. Et comment il avait fait à l'époque? L'astuce historique qu'il avait anticipée, c'était de concevoir son barrage initial avec une façade en forme de gigantesque marche d'escalier. Un peu comme des blocs de Lego géants, en fait. C'est une excellente image. Ces marches augmentaient drastiquement la surface de contact géométrique, elles créaient une accroche physique, permettant au nouveau béton de s'encastrer fermement dans l'ancien. Ce qui réduit les problèmes de rétraction au séchage. Mais le petit problème pour nos ingénieurs chinois, c'est que le barrage des années 50, il n'avait absolument pas été pensé avec ces fameuses marches de Lego. Non, il faisait face à un mur lisse. L'innovation a donc été pour le moins radicale. Nos sources indiquent qu'ils ont littéralement fait exploser toute la partie supérieure de l'ancien barrage. Des explosions chirurgicales. Voilà, une série de destructions ultra contrôlées pour ravager la surface. Créer des milliers de creux, de cratères, pour forcer l'effet des marches californiennes et maximiser l'adhérence. Et pour être sûr, par-dessus ce chaos, ils ont planté des milliers de tiges d'acier massif pour arrimer le tout. Et bim, ils ont coulé le nouveau béton. Ce rehaussement, ça a été une prouesse technique qui a monopolisé les équipes pendant 4 ans. Néanmoins, en ingénierie hydraulique, résoudre un problème en crée souvent un nouveau, encore plus pernicieux. C'est vrai, il restait le problème de la base. Exactement. En ajoutant 15 mètres de hauteur, on stocke 12 000 milliards de litres supplémentaires. La pression exercée, non pas sur le mur, mais sur la base rocheuse sous le barrage, a atteint des niveaux critiques. La roche sous le béton. Oui. L'eau sous très haute pression, elle se comporte de manière insidieuse. Elle cherche toujours le chemin de moindre résistance. Elle menaçait de s'infiltrer dans les micro-fissures de la roche souterraine. Et de ronger la fondation par en dessous. Ce qui, à terme, ferait basculer l'édifice tout entier. La parade a donc consisté à concevoir ce qu'on appelle un voile d'étanchéité. Et ça, j'aimerais qu'on s'y arrête un instant parce que c'est juste fou. Comment on crée un voile sous un barrage déjà existant? On ne peut pas soulever le barrage pour glisser une bâche en dessous? Impossible. Il faut imaginer une opération chirurgicale à l'aveugle, mais sous terre. Les foreuses ont percé la roche à travers et sous le barrage jusqu'à 65 mètres de profondeur. 65 mètres? Oui. Et dans ces forages, on injecte un coulis de ciment liquide sous une pression phénoménale. Ce coulis s'infiltre dans la moindre petite faille de la roche-mère, puis durcit. Donc en multipliant ces forages côte à côte, ça crée un mur imperméable. Les injections fusionnent pour former un rideau souterrain, oui. Ce voile invisible sous la surface, c'est la véritable garantie que le colosse de béton ne sera pas balayé par l'océan d'eau douce qui le pousse. D'accord, donc le barrage est rehaussé, il glissera pas, le réservoir est plein à craquer. La première étape est validée. Mais c'est là que le voyage commence réellement. Et le premier gros obstacle sur le parcours, c'est le fleuve Cher. Une zone terrifiante pour un ingénieur. Ah oui, on parle de sol fait de sable meuble balayé par des crues dévastatrices régulières. Creuser un canal à ciel ouvert directement dans ce sable, c'était l'assurance de le voir effacé de la carte. La terre étant impraticable, la seule échappatoire, c'était la voie des airs. Il fallait élever l'eau au-dessus de la plaine inondable. La structure adoptée est un aqueduc monumental de 9 km de long. Une vraie rivière suspendue.
capable de supporter un débit ahurissant de 380 000 litres d'eau par seconde. Cependant, le plus grand défi d'un aqueduc de cette envergure, surtout sans pompage pour relancer le courant, c'est la maîtrise millimétrée de l'écoulement. Et c'est là que l'histoire, avec un grand H, refait son apparition. Pour comprendre comment dicter sa loi à l'eau, les ingénieurs d'aujourd'hui ont regardé du côté de l'Empire romain, il y a plus de 2000 ans, En étudiant l'architecte Vitruve, est presque irréel. La pente absolue, la pente parfaite pour faire voyager l'eau sur de longues distances sans assistance, elle est de 0,02%. c'est d'une précision diabolique. Concrètement, c'est un dénivelé microscopique de 20 cm tous les kilomètres. Et dire qu'à l'époque, ils alignaient ça avec un corobate. Le fameux niveau à eau. Ouais, une simple table en bois avec une rigole d'eau au milieu. Imagine essayer de calibrer 1400 km avec un bout de bois. Mais la justification de cette pente, c'est de la physique pure. Si on incline trop le canal, l'eau prend trop de vitesse. Le flux devient turbulent. Elle arrache des sédiments et finit par détruire l'ouvrage. Et à l'inverse, si la pente est trop faible, l'eau ralentit, elle stagne et croupit. Si on relie cela à la vision globale, ce sacro-saint principe de 0,02% a été sanctuarisé par les Chinois, mais exécuté à une échelle industrielle qui dépasse l'entendement. On n'est plus sur des blocs de calcaire romain. Fini les blocs taillés à la main. Pour le fleuve Chahet, on parle de gigantesques conduites en béton armé. Et le choix de leur forme n'a rien de fortuit. Les conduites ne sont pas des boîtes carrées, elles sont moulées en forme de U. Des pièces massives. Chaque section profilée en U pèse environ 1200 tonnes et nécessite d'être coulée in situ, directement sur ses piliers. Et là, je me suis posé la question en lisant « Pourquoi s'embêter avec des moules en U extrêmement complexes à fabriquer alors qu'on pourrait faire de bons vieux canaux rectangulaires ?» Le problème d'un canal carré réside dans la mécanique des fluides. La pression de l'eau pousse uniformément vers l'extérieur. Dans une structure carrée, ces forces colossales vont s'accumuler et se concentrer violemment dans les angles droits. Dans les coins, quoi. Exactement. Ce sont des zones de rupture garanties quand on manipule des centaines de milliers de litres par seconde. La forme en U, avec ses parois incurvées, force la pression hydrostatique à se répartir de manière homogène sur toute la surface interne. Ce qui dissipe la tension. La structure devient infiniment plus solide. Et aujourd'hui, la gestion de cette pente antique et de ce débit monstrueux est assurée par un système informatisé depuis Beijing. Qui contrôle 74 vannes géantes en continu. C'est l'alliance parfaite de la géométrie romaine et de la cybernétique moderne. D'accord, donc on a cette belle pente douce, cette rivière de béton suspendu. Mais soudain, sur la carte, un cauchemar absolu barre la route, le fleuve jaune. Un obstacle redoutable. On parle du deuxième plus long fleuve de Chine. Il est connu pour ses caprices terrifiants. Son lit bouge et il charrie près d'1 milliard de tonnes de limon chaque année. Sur le coup, j'ai pensé, facile, on fait un pont géant par-dessus. Une option rapidement écartée malheureusement. Construire un pont massif pour supporter un canal au-dessus d'un fleuve dont le lit s'élève chaque année à cause des boues, c'est courir à la catastrophe structurelle. Il n'y avait qu'une seule issue viable, passer en dessous. Et voilà où ça devient vraiment intéressant. Parce que rappelons la règle d'or du projet. 0 pompe. Tout par gravité. Alors comment on fait descendre des millions de litres d'eau sous un fleuve géant et surtout comment on force cette eau à remonter à la surface de l'autre côté sans aucune machine ? Ça m'a fait un nœud au cerveau. C'est pourtant la démonstration la plus pure du principe des vases communicants. Les ingénieurs ont excavé un tunnel de 4 km de long qui plonge à près de 45 mètres de profondeur sous le lit du fleuve. D'accord. Et l'astuce mécanique repose sur un seul chiffre. L'entrée du tunnel, sur la rive sud, est positionnée exactement 8 mètres plus haut que la sortie, sur la rive nord. Ah, je vois. C'est le poids de l'immense colonne d'eau qui entre côté sud, qui écrase littéralement l'eau au fond du tunnel et la force à jaillir côté nord. C'est tout à fait ça. Ce dénivelé de 8 mètres génère une charge hydraulique naturelle. C'est l'énergie potentielle gravitationnelle qui pousse l'eau dans les abysses et la propulse vers la lumière de l'autre côté. La physique est magique. L'élégance théorique est indéniable. En revanche, la réalisation de ce siphon géant fut un véritable tourment. Il faut imaginer les forces antagonistes en présence. De l'extérieur, le poids écrasant de millions de tonnes d'eau et de boue du fleuve jaune veut aplatir le tunnel. Et de l'intérieur ? La pression de l'eau transférée veut faire exploser les parois vers l'extérieur. C'est l'étau parfait, un sandwich de pression mortelle. Comment on a évité que le tunnel explose ?
La parade technique a consisté à concevoir l'ouvrage avec un double revêtement, à la manière de la coque d'un sous-marin nucléaire. D'accord. Mais le véritable coup de génie réside dans l'espace vide, laissé entre la coque externe et la coque interne. Ils ont aménagé une nappe drainante de 60 cm d'épaisseur. Une zone tampon, en fait. Exactement. À l'intérieur de ce vide, un maillage de tuyaux était installé. Si l'eau du fleuve s'infiltre par la coque externe ou si l'eau du canal perle à travers la coque interne, elle atterrit dans cette zone et est immédiatement évacuée. Ce qui annule la montée en pression. C'est ce vide savamment drainé qui empêche la structure d'imploser. Un exploit souterrain qui aura nécessité 9 années complètes d'efforts continus. 9 ans juste pour croiser une rivière souterrainement. Et une fois ce titan vaincu, l'eau émerge enfin. Mais on est loin du bout de nos peines. Il reste encore la bagatelle de 1000 km de canaux ouverts à tailler à mêle la terre pour rejoindre Beijing. Le terrassement. Et pour donner la mesure du chantier, nos notes précisent qu'il a fallu excaver 820 millions de mètres cubes de terre. Et tout cela en garantissant la fameuse déclivité de 0,02%. C'est un travail d'orfèvre, appliqué au terrassement le plus brutal. Un défi qui fait d'ailleurs écho à l'époque héroïque de la révolution industrielle. Oui, la documentation fait un parallèle génial avec ça. Pour réaliser cet exploit aujourd'hui, l'ingénierie a une dette énorme envers un jeune inventeur américain de 22 ans en 1835. William Otis. Exactement. À l'époque, pour creuser un canal, il n'y avait que des pioches et des milliers de bras. Otis, en observant ces terrassiers, il invente la pelle à vapeur. Un monstre de fer, mais révolutionnaire, car il reproduisait le bras humain. Une épaule, un coude, une main en forme de godet. Du jour au lendemain, une seule de ces machines effectuait le travail de 50 hommes. C'est grâce à ça qu'on a pu faire le canal de Panama. Mais là, pour la Chine, la simple pelle mécanique, même géante, ça suffisait plus. Remuer 820 millions de mètres cubes avec la délicatesse d'une pente de 20 cm par kilomètre. Le cerveau et l'œil humain en sont physiologiquement incapables sur 1000 km. L'ingénierie a donc opéré un saut quantique. Ils ont sorti l'artillerie lourde. Le chantier a mobilisé une armada de plus de 5000 excavatrices modernes, dotées d'une assistance par guidage laser. Du pilotage automatique de godet. Exactement. Des capteurs mesuraient l'inclinaison et la profondeur en temps réel, le système informatique verrouillait la position et corrigeait la trajectoire de l'opérateur au millimètre près. De la microchirurgie avec des bulldozers. Sans cette fusion entre la force brute et la finesse du calcul laser, l'industrialisation de la pente parfaite aurait relevé de la science-fiction. En bonus, cela a accéléré le terrassement de 30%. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, la Terre avait caché un dernier piège vicieux. Sur une portion longue d'environ 380 km, ces machines ont heurté un obstacle invisible, le fameux sol expansif. Le cauchemar absolu de l'ingénieur civil. Ce sol est composé d'une argile dont la structure moléculaire est très particulière. Elle agit comme une éponge microscopique. Elle gonfle. Dès qu'elle entre en contact avec l'humidité, l'eau s'insère entre ses feuillets minéraux et la fait gonfler de façon spectaculaire. À l'inverse, en période de sécheresse, l'eau s'évapore et l'argile se fracture profondément. Donc si on coule des dalles de béton lisses et rigides de plusieurs tonnes directement sur cette terre qui bouge, Les cycles de gonflement et de contraction disloqueront et pulvériseront le béton en l'espace de quelques saisons. le dilemme est total. Comment on canalise l'eau sur une terre qui bouge toute seule ? On peut décemment pas évacuer le sol sur 380 km. La solution n'était pas mécanique, elle était chimique. L'idée a été de modifier la nature même de cette terre récalcitrante. Les équipes ont labouré la couche superficielle pour y incorporer directement un dosage précis de 5% de ciment. Juste en mélangeant du ciment à la terre ? Oui, avant même de songer à couler le canal. Ce modeste ajout de ciment a provoqué une réaction liante. Il a fusionné avec les particules d'argile, bloquant l'espace entre les feuillets. L'argile, incapable d'absorber l'eau, a perdu sa propriété expansive. La terre est devenue inerte, offrant enfin des fondations stables. Le projet de jardinage le plus complexe du monde, en somme. On peut dire ça. Et c'est justement cette addition méthodique de solutions, des explosions contrôlées pour texturer les vieux barrages, à la cybernétique pour la pente, jusqu'à la chimie pour l'argile qui nous amène au point culminant. L'eau atteint enfin les sous-sols de Beijing. Après un voyage de 15 jours pleins. Ce qui rend ce triomphe si particulier, c'est son invisibilité. Des fleuves entiers d'eau traversent la ville, glissant parfois à 1 mètre seulement sous les ponts routiers ou le métro en pleine heure de pointe, sans qu'aucun citadin ne s'en doute. Jusqu'à s'engouffrer dans l'immense réservoir de Tuancheng.
Et cette prouesse assure aujourd'hui 70% de l'eau douce consommée par la capitale chinoise. La leçon magistrale que je tire de cette analyse, c'est que l'ingénierie de pointe regarde toujours dans le rétroviseur. Elle observe Vitruve, Ventauge mesurer Rome et elle salue la pelle à vapeur d'Otis de 1835. Il y a une belle continuité du savoir humain, c'est certain. Néanmoins, ceci soulève une question importante. Un débat de fond qui s'impose naturellement dès lors qu'on saisit l'échelle du projet. Quelle est cette question ? Ce méga-projet prouve que notre espèce a le génie technique pour remodeler l'hydrologie d'un sous-continent entier dans le but de maintenir une métropole en vie. On sait courber les chines à la gravité et transpercer les fleuves. Oui, on vient de le voir. Cependant, pour les générations futures, cette victoire technique dissimule un vertigineux dilemme. En mobilisant des océans d'eau douce d'une région à l'autre pour effacer artificiellement les limites de nos espaces de vie, ne sommes-nous pas, au fond, simplement en train de soigner les symptômes d'une pathologie urbaine hors de contrôle? Ah, tu veux dire que le problème de base reste entier ? Importer l'eau repousse la soif immédiate de la ville, c'est un fait, mais constater qu'une telle altération de la carte du monde est requise pour la survie d'une cité, ne devrait-il pas nous forcer à questionner la croissance démesurée ? C'est un point de vue fascinant. Cela nous invite à repenser la façon dont ces agglomérations géantes vampirisent leurs ressources primaires. C'est une réflexion critique à garder impérativement à l'esprit face aux défis planétaires. Le constat est saisissant. C'est peut-être ça le paradoxe ultime de notre capacité à bâtir. Nous avons déployé le plus complexe système de plomberie de l'histoire pour sauver l'édifice, mais la question de savoir jusqu'à quand la structure globale tiendra le choc reste en suspens. Exactement. Une pensée assez vertigineuse à garder dans un coin de la tête la prochaine fois que l'on verra l'eau couler d'un simple robinet, en pensant naïvement que ça va de soi. C'est tout pour notre exploration d'aujourd'hui. Gardons cet esprit curieux, grand ouvert.